Aujourd'hui, notre budget n'est malheureusement pas encore atteint. Par conséquent, nous n'avons pas peur de dire que la rébellion est entre vos mains. Bienvenue dans ce nouveau Zoom de TV Liberté. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jacques Carbou. Jacques Carbou, vous êtes philosophe. Oui. Vous avez enseigné cette discipline notamment en Amérique latine, oui. Au Venezuela et en Colombie, oui. Et en particulier la philosophie logique, m'avez-vous dit. Oui. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Nous avons eu le plaisir d'ailleurs de nous rencontrer à l'occasion de la publication de votre avant-dernier ouvrage, oui. consacré à celui qui fut votre maître, oui. Raymond Ruyère, oui. La critique sociale chez Raymond Ruyère. C'était publié aux éditions du Verbe Haut. Oui. Et vous nous revenez aujourd'hui avec un nouveau livre, oui. La mécanisation de l'esprit, avec le sous-titre Cybernétique, intelligence artificielle, transhumanisme, et une préface de Guillaume Travers. Aux éditions du Verbe Haut également, oui. Ouvrage dans lequel Raymond Ruyère, mais nous allons être amenés à en parler, est également présent, bien sûr. Oui. Alors, Jacques Carbou, dans un premier temps, quand on est confronté à ce type de mots, le transhumanisme, la cybernétique, l'informatique, on voit que ce sont des domaines qui ont des liens entre eux, oui. Mais pourriez-vous, dans un premier temps, nous dire à quoi ils correspondent et précisément quel est le fil conducteur depuis la cybernétique jusqu'au transhumanisme dont on parle beaucoup aujourd'hui? Oui. Alors, comme vous disiez, vous citiez Ruyère. Initialement, je voulais faire un travail sur Ruyère et la cybernétique. Parce que Ruyère avait écrit un livre en 1954, La cybernétique et l'origine de l'information. À l'époque où la cybernétique était en plein boom, enfin, il était à la mode, il y avait beaucoup de livres qui étaient publiés. Et lui, dans ce livre, il insistait sur la critique des postulats et des présupposés de la cybernétique qui, écrit-il, était matérialiste et mécaniste. Ce qui est très bien vu. C'est très bien vu. Au cœur des choses d'emblée. Oui. Il était. Alors, il reconnaît que la cybernétique, il y avait des choses intéressantes. Maintenant, aller jusqu'à dire que c'était la nouvelle science, que c'était, justement, il voulait montrer les limites de la cybernétique à partir de ses présupposés et de ses postulats. Donc il écrit un livre, il sort une édition augmentée du livre en 1967, où là il y a un chapitre qui s'intitule Cybernétique et informatique. Il meurt en 87, donc il ne connaîtra pas le développement de l'intelligence artificielle ni du transhumanisme, bien sûr. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, mes lectures, je me suis rendu compte que la critique que fait Ruyère de la cybernétique pouvait s'appliquer à l'intelligence artificielle parce qu'on retrouve les mêmes postulats, mécanistes, matérialistes. Alors justement, en quoi peut-on parler de matérialisme et de mécanisme, de mécanicisme plus exactement, dès la cybernétique? Pourquoi ces postulats définis par Raymond Ruyère, qui sont tout à fait exacts, bien entendu? Oui. Sur quelle vision de l'homme cela repose-t-il, au fond? C'est une vision réductrice de l'homme, et la science va s'expliquer par des lois physiques. Donc la science va nous expliquer comment ça fonctionne, puisque une partie de la cybernétique va regrouper des neurophysiologistes, des gens qui viennent du secteur médical, et ils considèrent que tout ça, c'est du fonctionnement. Oui, que l'on a affaire à une pure mécanique physico-chimique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, ça fonctionne, et puis on peut expliquer. Ouais. On se rassure en disant on peut expliquer. Alors que l'intelligence artificielle, ça continue, ça prend plus de représentation, parce que là, l'idée, c'est de réduire
le cerveau humain a une machine, en l'occurrence l'ordinateur. Ouais. Hein, vous lirez souvent dans la littérature consacrée à l'intelligence artificielle que le cerveau, dans le fond, c'est un calculateur, c'est un ordinateur, parfois un peu plus compliqué, mais il faut reconnaître que l'ordinateur calcule plus vite que nous, qu'il est plus fiable, il y a beaucoup de critiques. Oui, mais le cerveau humain, on peut se tromper. Hein, il y a un mélange, les passions humaines. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, oui. alors que l'ordinateur, il ne se trompe pas. Enfin, ça, c'est parmi les postulats. Ouais. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un lien cybernétique avec le même réductionnisme, cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme. Oui, c'est le même logiciel, si j'ose dire. Exactement. Oui. Exactement. On est dans le même. Alors, le transhumanisme, ça va plus loin. L'intelligence artificielle, on réduisait le cerveau à une machine. Le transhumanisme, on réduit le corps. Complet. À une machine, et on peut jouer, fabriquer, enfin faire manipuler. Alors c'est ce qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire que face à ce postulat, on peut se dire à la fois l'homme n'est qu'une machine. Oui. Bon, et donc on va le traiter, comme on parle de traitement de données, de data, hein, on est dans la logique de l'information, on va le traiter tel quel. Et puis son esprit lui-même n'est qu'une machine. Et donc la tentation, qui est plus qu'une tentation aujourd'hui, il y a quelques essais comme ça qui sont menés, c'est l'homme étant une pure machine, c'est tout simplement de le manipuler et de le contrôler. C'est-à-dire de faire l'impasse sur ce que l'on appelait autrefois dans les vieilles théologies le libre arbitre, ou tout simplement la liberté. Il y a donc là un danger à la fois théorique et pratique considérable dans cette modification de la nature humaine, qui est dans le projet transhumaniste lui-même et présent dès la cybernétique. Et déjà l'intelligence artificielle, où on est dit que les robots, enfin l'intelligence artificielle va dominer le monde. Alors, c'est pareil, il y a des bonnes choses en intelligence artificielle. En médecine en particulier, il y a des applications grâce à l'intelligence artificielle qui permet de mieux soigner, de mieux suivre ce qu'il y a dans le corps, mais ça reste un outil pour essayer de comprendre le corps et éventuellement réparer les prothèses, comme il y a des progrès, enfin il y a des choses qui ont quand une imprimante 3D par exemple peut configurer un organe qui pourra peut-être à terme être greffé sur un corps humain, etc. On est dans le registre des moyens, on n'est pas dans le registre des fins. Or, la perspective transhumaniste, c'est une perspective finaliste, en quelque sorte, quasiment de grand remplacement de l'humanité par une humanité entièrement numérisée, robotisée, et abstraite, et machinée, et fabriquée. Voilà. Et alors, quel est parce que, certes, donc, vous avez évoqué le livre de Raymond Ruyère, qui est un livre manifestement fondateur, puisqu'il a vu déjà avec la cybernétique ce qui allait se préfigurer, et ce qui se préfigurait même. Cela dit, les racines philosophiques de ce mode de pensée sont très anciennes. Dans votre livre, vous faites référence à plusieurs étapes pour expliquer donc pourquoi et comment l'humanité occidentale, en tout cas, en est arrivée à cela. Vous évoquez le gnosticisme antique, ce qu'on appelait le gnosticisme, disons. Vous faites référence à des philosophes comme la Métrie, l'homme-machine de la Métrie, comme Descartes. Est-ce que vous pourriez nous décrire de manière très, très brève, bien sûr, mais ce mouvement philosophique qui explique cet état des lieux? Alors, effectivement, on pourrait dire que la science, la physique du XVIIe siècle a tendance à tout expliquer par des lois, chute des corps, Galilée. Et Descartes reprend cela, mais il distingue quand même le corps et l'esprit, l'âme. L'âme existe encore pour Descartes, même si elle est évidemment elle est mise de côté. Mais pour Descartes, nous pouvons expliquer le corps qui est une machine aussi. Il y a des tuyaux, et donc le corps humain aurait tendance à devenir une machine. Et puis ça va se développer, ça va s'amplifier. Donc la Métrie, vous le citiez, lui, le machine, alors c'est un matérialiste total.
Et puis, bon, au XVIIIe, ça va continuer un petit peu. 19e siècle, on va retrouver les mêmes tendances. En plus, avec la science qui fait des progrès, mais toujours des lois physiques mécanistes, le 19e, c'est le siècle du scientisme, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de déterminisme, tout va pouvoir s'expliquer. Ouais. Il suffit de creuser un petit peu, de travailler un petit peu les lois de la physique, et puis on va avoir une explication de tout. On pourra tout connaître, tout savoir. Et voilà, alors ça c'est le 19e siècle, et puis au 20e ça va continuer, ça va perdurer. Beaucoup de biologistes, par exemple, sont plutôt néo-darwiniens et sont dans cette perspective réductionniste. Oui, qui reste encore très marquée. Elle constitue, cette perspective-là, l'idéologie scientiste, pourrait-on dire. Le scientisme, oui. Oui. Et puis, avec une assurance, une certitude, il y a l'exemple que vous connaissez de Laplace. Le physicien français Laplace est convoqué par Napoléon pour qu'il lui explique son système. Donc Laplace fait son exposé, le système du monde, et à la fin, Napoléon l'écoute et lui dit « Mais, et Dieu ?» Et Laplace, avec une assurance, lui répond « Le Dieu est une hypothèse dont je n'ai pas besoin. » Voilà. Donc non seulement on écarte l'esprit, l'âme, l'âme, vous aviez ça dans... Alors, quel était ce médecin quand j'ouvre le cerveau, je ne vois pas l'âme. On fait une dissection, où est l'âme? Donc l'âme n'existe pas. Voilà. C'est une hypothèse dont on n'a pas besoin. Voilà, exactement. Le mouvement est tout à fait identique. Oui. Mais alors justement, puisque vous évoquez cette question cruciale de l'âme, et même si la notion est peut-être sujette à caution, puisqu'elle est directement, disons, connotée sur le mode religieux, spirituel, il y a une notion... Voilà, l'esprit, par exemple. Mais il y a une notion que Raymond Ruyère met en avant et que vous explicitez fort bien dans votre ouvrage et qui est très précieuse pour contrebalancer précisément cette vision mécaniciste, matérialiste et scientiste du corps et puis d'une âme lointaine. C'est la notion de conscience. Et Ruyère en appelle à une double vision de la conscience qu'il dissocie pour une part de l'organe qu'est le cerveau. Oui. Dans ce qu'il appelle la conscience primaire et la conscience secondaire. Et ce qui c'est très important, puisque cela, c'est ce qui va qui n'est pas réductible à la biologie, qui n'est pas réductible à la loi, à la tuyauterie, comme vous dites. Alors, quelles sont ces deux consciences-là, selon Ruyère ? Alors, on va commencer par la conscience secondaire, ce qu'il appelle conscience secondaire, parce que cette conscience, nous la partageons tout le monde. Là, nous sommes conscients, le fait de parler, et cette conscience-là émane du cerveau, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui nous donne des informations, la vision, le son... À partir des sens. À partir des sens, et qui analyse tout ça, et puis qui... Bon. Donc ça, c'est la conscience que nous partageons tous. Oui. C'est l'éveil de la conscience commune. Voilà. Nous sommes au monde et nous produisons un certain nombre d'interactions. On regarde, on est... Voilà. Mais cette conscience secondaire, elle n'arrive pas comme ça par opération du Saint-Esprit. C'est le cas de le dire. Elle vient d'après Ruyère, avec des arguments que personnellement je trouve assez convaincants, elle vient d'une conscience primaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conscience primaire ? Eh bien, on pourrait dire que c'est la conscience embryonnaire, c'est-à-dire c'est la conscience qui donne la vie. Je veux dire, après la fécondation, l'embryon commence à se développer, mais, remarque Ruyère, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas l'architecte qui est derrière il y a un code génétique. Il y a un code génétique, mais le code génétique, c'est justement pour la mise en place de tout ce qui va se passer. Alors, les biologistes matérialistes, genre Jacques Monod, par exemple, eux vont dire, le code génétique, ça se va sur la voie et on va pouvoir tout expliquer. On va vous dire comment ça fonctionne. Mais comme Ruyère lui répond, non, le code génétique n'explique pas comment ça fonctionne. Le code génétique n'explique pas comment se développe l'embryon au sein de sa mère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'a pas de plan, il n'a pas de... Et en plus, il répète, parce que la plupart du temps, il
il y a des erreurs de nature. Oui. Bon, des fois, des oublis, on dirait, la mémoire, mémoire génétique, en l'occurrence. Oui. Mais en général, la nature se trompe peu. Il y a peu d'erreurs, il y en a, mais bon. Et cette conscience, alors il dit, le cerveau qui va être fabriqué dans l'embryon, où est le plan du cerveau? C'est-à-dire que Ruyer conclut, le cerveau est élaboré sans cerveau. Il n'y a pas un cerveau derrière ce qui veut dire que pour lui, c'est vraiment une conscience primaire. D'accord. Alors qui dépend, c'est la vie, déjà on est dans la verticalité, c'est-à-dire que ça se transmet. Et donc, la conscience primaire, alors ça n'explique pas comment ça se fait, mais on peut... Quand on regarde le développement de l'embryon et toutes les expériences qui ont été faites par les embryologistes, on arrive à voir, et lui, Ruyer dit, on ne peut pas faire l'économie de cette idée de conscience primaire, parce que sinon, comment expliquer comment tout cela vient? Oui, c'est donc une ouverture initiale en quelque sorte. Hein. C'est une conscience pure, pourrait-on dire, qui n'a pas d'objet qui serait extérieur à elle-même. C'est une conscience qui peut être le réceptacle de tout ce qui adviendra dans la conscience secondaire, celle dont le bébé, dès après sa naissance, fera l'expérience. L'expérience. Oui, dès la naissance, il est dans la conscience secondaire. Voilà. Il dit « je ». La conscience secondaire, c'est ça, c'est le « je ». La conscience primaire, effectivement, c'est quelque chose qui nous transcende, qui est au-delà de nous, mais à laquelle nous participons. Cette conscience primaire, elle est pas, on en fait partie puisqu'on est né de cette conscience primaire qui a donné naissance à la conscience secondaire. Très bien. Alors, ce schéma pan-matérialiste, enfin complètement matérialiste, entraîne, en tout cas peut entraîner, s'il est aux mains, s'il y a un certain type de politique en fait un certain usage, peut contribuer à accroître, bien sûr, la société de surveillance, la société de contrôle, comme on l'a vu, manipulation. De la manipulation. À la limite, on peut aussi penser à tout ce qui relève de l'eugénisme. Bien sûr. Il n'y aura pas de... Bien sûr, c'est une continuité. Voilà, c'est dans la continuité. Et alors, ce schéma-là, qui est celui sur lequel nous vivons aujourd'hui, enfin, je veux dire, l'idéologie scientiste, c'est celle qui domine. C'est ça. Voilà. Mais il y a, vous en faites état dans votre ouvrage, bien entendu, la mécanisation de l'esprit. Il y a un certain nombre de penseurs, de philosophes qui se sont inscrits en faux contre une perspective. Raymond Ruyer en est, vous en êtes également. Et vous citez quelques noms, Étienne Wolff, Jean Rostand, Olivier Rey. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les perspectives de ceux que vous appelez les bioconservateurs, justement, c'est-à-dire de ceux qui vont faire rempart intellectuellement à cette vision du monde-là? Qu'est-ce qu'ils ont à lui opposer, hors la question de la conscience primaire, donc, telle que le fait Raymond Ruyer? Alors, je mets dans le livre Étienne Wolff et Jean Rostand, qui écrit la préface de Les chemins de la vie, le livre d'Étienne Wolff. Ils sont en avance. Étienne Wolff a publié son livre en 1962. On ne parle pas encore de transhumanisme. Mais il préfigure et il critique déjà, il alerte l'opinion sur les dangers des manipulations génétiques. En particulier, lui qui avait la chaire au Collège de France, d'embryologie expérimentale, son travail, ça consistait à observer comment l'embryon se développe. À partir de temps en temps, il faisait des interventions sur l'œuf fécondé, et il observait ce qui se passait. Et donc, il pouvait s'amuser, c'était pas un amusement, mais créer un poulet avec 3 pattes, créer justement des monstruosités de la nature. Enfin, pas de la nature, là, il les crée. Mais il travaille là-dessus et il alerte sur ce point. Et en même temps, dans le même livre et le même courant, il alerte aussi sur le fait que on n'est pas loin, comme l'eugénisme que vous disiez tout à l'heure. Et alors, la grande question, c'est dans l'eugénisme, qui va sélectionner? À qui va être, à qui on va confier
le pouvoir Bien sûr. de sélectionner. Donc, D'où la question politique, hein, bah, bien sûr. qui est très vaste. Bien sûr. Oui. Et donc, lui, il insiste déjà à cette époque-là sur les dangers. Il est bien placé pour voir, parce que il fait des manipulations, mais lui, c'est pour la science. Et dans la préface, Jean Rostand reprend ce signal d'alerte, en insistant fortement, en disant, mais effectivement, l'homme est en train de jouer à être un petit dieu. Un apprenti sorcier. Alors qu'on n'est pas un apprenti sorcier, oui. Alors que, on ne maîtrise pas tout. Ouais. Donc, il peut y avoir des dangers. Bien sûr. Ça peut se terminer en catastrophe. Oui. Et surtout, il dit, on ne peut pas intervenir sur l'homme. Donc, c'était des savants qui avaient une conscience. On ne peut pas intervenir sur l'homme comme on intervient sur un poulet ou une mouche drosophile. Oui. Donc, attention. Oui. Un appel à la prudence. Un appel à la prudence et à la responsabilité des savants face à leur travail. C'est-à-dire, il y a un moment où vous ne pouvez pas aller au-delà. Hein? Vous devez être conscient, c'est le cas de le dire, de ce que vous faites et de mesurer les conséquences. On a l'impression que dans le transhumanisme, les limites sont abolies, on peut tout faire. Là. C'est ça. Et est-ce que vous partagez ce jugement, Jacques Carbou, selon lequel, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup, tout ce qui est réalisable par la technique sera de toute façon réalisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de jugement, ou bien au contraire, pensez-vous qu'une limite surviendra? Alors, on pourrait penser, effectivement, le développement de la technique semble donner raison à cette thèse. Sauf qu'effectivement, il y aura des limites. Selon moi, les premières limites sont des limites du progrès humain. C'est-à-dire, il faut remarquer que la science progresse, mais finalement, elle progresse moins. Les grandes théories du début du XXe siècle, aujourd'hui, ne sont pas remises en cause. On n'a pas fait beaucoup d'avancées, mais on en a fait. Hein. Et vous faites remarquer d'ailleurs vous-même que les avancées dans les sciences physiques, les avancées les plus récentes, donc dans le domaine de la physique quantique ou dans la théorie de la relativité, ont considérablement mis à mal le modèle mécaniste antérieur. Bien sûr. Donc la science elle-même, ou en tout cas la théorie scientifique, peut elle-même invalider des modèles qui aujourd'hui nous semblent indépassables. Caduques. Voilà. Ça, Ruyère le disait. Ouais. Il disait que il y a beaucoup de physiciens, ou même les biologistes, qui n'ont pas compris que la physique quantique est passée par là. Donc il faut remettre en cause tous nos postulats antérieurs, entre autres donc celui de l'indéterminisme, ou la liberté, qui est le principe de Heisenberg. Oui, le principe d'incertitude. D'incertitude de Heisenberg. Et donc il y a déjà cette remise en question. Qui est énorme. Hein, oui, bien sûr. Donc il faut changer de paradigme, de postulat, se dire, bon, la science n'est plus la même que celle du 19e et d'une partie du 20e siècle et du 21e. Oui. Mais il y a des gens qui résistent, enfin qui restent matérialistes et qui, pour eux, il n'y a rien au-delà des explications matérialistes. Tout s'explique par des lois physiques. On n'a pas encore toutes les données, mais on va les trouver. Attendez un petit peu, patientez, et on va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Jacques Monod, le hasard et la nécessité, pour lui, c'était tout simple. Il expliquait tout par le hasard et ensuite la nécessité. Une fois que le hasard était mis en place, ça se développait nécessairement, et il n'y avait plus de place pour l'incertitude. Oui, et donc pour la liberté. Pour la liberté. Parce que la liberté est quand même le grand ennemi de ces gens-là, enfin de ceux qui pensent de la sorte. Oui. Ils veulent absolument. Ils s'en méfient. Leur idéal, c'est une planification totale, et une détermination totale de l'homme. Pouvoir sentir qu'on contrôle tout. Voilà. Le développement de l'univers, on a compris, c'est simple. C'était la place. Oui, c'était déjà la thèse de la place. J'ai tout expliqué. Ouais. Donc,
circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, j'ai Oui, plus oui, besoin. Lisez mon livre et puis vous saurez tous sur le fonctionnement de l'univers. Voilà. Alors, c'est un peu court. Donc, il y a déjà cette première limite qu'il a. Oui. Je pense qu'une deuxième limite qu'on pourrait envisager, c'est ce qu'avait exprimé Richard Feynman, qui est un physicien américain qui a eu le prix Nobel de physique, qui était un grand, qui travaillait sur la physique quantique justement, et qui a dit une fois, la nature ne peut pas être dupée. Oui. Et c'est une phrase assez profonde, parce que ça veut dire que c'est la nature qui va nous fixer des limites. Donc il y a un moment, si on va trop loin, le coup près va tomber, et puis là, vous ne pouvez plus aller. Voilà, c'est une forme de némésis qui s'appliquera de manière tragique, au sens le plus grand et le plus vaste du terme, au laborantin un peu fou. Au savant, oui, c'est ça. Qui nous domine. Les savants Jacques Carbou, merci beaucoup pour cette présentation de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, La mécanisation de l'esprit, cybernétique, intelligence artificielle, transhumanisme. C'est aux éditions du Verbe O. Eh bien, écoutez, nous vous attendons parce que nous avons un peu bavardé avant l'émission, pour un troisième ouvrage à venir. J'espère. Avec plaisir. Joie, convié sur TV Liberté. Merci Jacques Carbou.